avons laissé le discours du maître la fois dernière en annonçant que le discours de l'hystérique, le discours d'universitaire et le discours de l'analyste, les trois autres discours, qui sont donc trois autres structures organisant un lien social, ces trois autres discours apparaissaient comme des tentatives de résolution de l'impasse que pose le discours du maître. On va repasser par cette impasse en essayant de dire, là, aujourd'hui, pourquoi le discours du maître s'appelle le discours du maître. Et puis, il est possible qu'on avance jusqu'au discours universitaire, qui est une des tentatives de solution de cette impasse, et qui est aussi probablement la plus actuelle, c'est elle qui va déboucher sur le discours capitaliste. Quand il laisse apparaître la structure du discours du maître, Lacan a vraisemblablement en tête le maître chez Saint-Augustin, mais aussi le maître de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est que le discours du maître est aussi le discours de la maîtrise. C'est le discours qui permet à la parole d'être tenue pour, j'ai envie de dire, argent comptant. Dans le discours du maître, le discours de la maîtrise, il faut que ça fonctionne. C'est ce que Lacan dira dans l'envers de la psychanalyse. Le truc du discours du maître, c'est qu'il faut que ça marche. Pourquoi il faut que ça marche ? Parce qu'il faut qu'on arrive à s'entendre. Il faut qu'on arrive à s'entendre pour former une communauté qui va pouvoir s'organiser, réguler ce qu'il en est des jouissances, naturellement. Et pour ce faire, on a tout intérêt à s'entendre sur quoi ? Sur les mots. Pour qu'on puisse former une communauté, il s'agit de s'entendre sur les mots, notamment sur les mots de reconnaissance et les mots de commandement. C'est pour ça que dans le discours du maître, on a tout intérêt à ce que la perte de jouissance, c'est-à-dire la perte de prise sur l'ordre du monde consécutive à la discontinuité de l'ordre symbolique, qui est aussi l'ordre de la parole, eh bien cette perte, dans le discours du maître, on en fait très peu de cas, on ne veut pas en entendre parler. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre facette de l'objet petit a dans le discours du maître. C'est cette jouissance qui va venir donner sens, et Lacan écrira du reste jouissance, j'entends du sens, qui va venir donner sens au signifiant maître. On se rappelle que cet objet ne vient pas donner sens au sujet. Le sujet, dans le discours du maître, il est en place de vérité. C'est-à-dire qu'il va s'exprimer par les deux voies que prend la vérité, le semblant et la jouissance, mais il va rester dans les dessous. Il va rester refoulé. On ne veut pas savoir qu'il y a du sujet dans le discours du maître. On ne veut pas savoir qu'il y a du sujet divisé. Il faut que ça marche, il faut que les choses aient une certaine plénitude. Alors, dans le discours du maître,
bien que le sujet soit refoulé, on ne veut pas entendre parler d'une division subjective, il y a quand même du sujet. Même s'il est refoulé, c'est quand même le sujet qui est en place de vérité. Et la relation impossible du sujet et de l'objet petit a, dont on a bien vu qu'il ne faisait pas retour vers le sujet pour venir soit le combler, soit lui donner sens, eh bien cette relation, tout impossible qu'elle soit, est quand même une relation. Il y a quand même une tentative pour le sujet de se chercher dans le monde des objets, de trouver l'objet qui va le dire, qui va venir il y a quelque chose de cet ordre qui va fonder l'ordre imaginaire et qui s'appelle le fantasme. Cette relation S barré petit a, cette relation du sujet divisé avec un objet qui viendrait au grand conditionnel le compléter et le satisfaire, lui donner sens, lui qui n'est que représenté par des signifiants, eh bien cette relation, c'est le fantasme, c'est la structure même du fantasme. Ce qu'on voit bien apparaître ici, c'est que l'objet du fantasme est un objet réel, hein, c'est-à-dire que c'est un objet auquel on a accès uniquement par la logique. C'est en ça qu'il se distingue, cet objet du fantasme, il se distingue de l'objet du désir. L'objet du désir, c'est l'objet que je convoite, c'est l'objet dont je pense qu'il va me satisfaire. L'objet du désir, il est accessible. L'objet du fantasme, le fantasme est le soutien du désir, hein, c'est vraiment le soubassement de ma relation au monde. L'objet du fantasme, on voit bien là, le soubassement du discours du maître, hein, on est dans les dessous. Eh bien, cet objet petit a, dans son versant négatif, dans son en moins, c'est l'en moins, c'est-à-dire quelque chose que j'aurais perdu, prélevé sur une totalité que je n'ai jamais connue, puisque nous avons toujours déjà été parlants. Nous ne savons pas ce qu'est le monde sans la parole. Donc c'est un objet mythique qui viendrait rendre compte d'un complément au monde pour le rendre à sa totalité, alors que cette totalité est totalement mythique. C'est donc un objet qui n'existe pas et qui pourtant fonde ma relation au monde. C'est un objet qui n'existe pas, mais dont j'ai besoin pour relationner au monde. On reviendra bien sûr sur le fantasme, je ne veux pas trop développer maintenant parce qu'il y a déjà assez d'éléments pour cette fois. Mais j'insiste sur une chose quand même, c'est qu'on parle ici du fantasme en tant que structure, en tant que nécessité structurelle. C'est ce qui apparaît dans le discours du maître où on voit clairement la relation du sujet à l'objet au plus de jouir, à l'objet petit a, cette relation est impossible, mais néanmoins elle soutient, par son impossibilité même, la possibilité du discours. Elle est une conséquence structurelle du fait qu'il y ait parole, et elle est une condition pour que s'instaure la possibilité d'une communauté, la possibilité de faire société pour nous les êtres parlants. On va probablement s'arrêter là pour cette fois.
Bien que cette question du fantasme en renvoie à celle du savoir, le savoir c'est toujours S2 dans l'algèbre lacanien, et, euh, et la question du savoir, puisqu'il est question de discours du maître, emmène aussi du côté du discours du maître qui enseigne. C'est aussi ça le discours du maître. Et il se distingue du discours universitaire, puisque le discours universitaire est celui de la transmission d'un savoir constitué d'énoncés, là où le discours du maître emmène du côté de la transmission d'un savoir coordonné à une jouissance, d'un savoir éprouvé. L'école des maîtres, c'est l'école, ou l'école du maître, c'est l'école de ce maître-là, avec cette énonciation-là, c'est-à-dire avec ce corps-là. Et on voit bien, en parlant d'enseignement, que qu'il n'y a d'enseignement, qu'il n'y a de parole du maître que soutenue par sa propre relation, par son propre engagement, par l'engagement de son propre corps, c'est-à-dire de son sujet, dans le monde, dans sa relation avec le monde des objets. Les élèves ont besoin de croire au prof. Le prof a besoin de croire qu'il est prof pour que la situation asymétrique de l'enseignement puisse opérer. Le prof a besoin de croire qu'il est prof. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la relation prof-élève, S1, S2, produit un gain de jouissance qui vient permettre au prof de croire qu'il est le prof. Ce petit A fait retour vers le S1 avec prof en position de S1. Mais le discours du maître repose sur la relation du sujet au monde, sur le fait qu'un sujet est néanmoins produit, bien que refoulé. Un sujet est causé. Eh bien, à l'inverse, le discours universitaire va, lui, produire l'exclusion, l'évacuation du sujet, la perte du sujet divisé. On verra donc que le discours universitaire est une structure qui organise un lien social, qui nourrit la croyance en un savoir objectif.